Bonjour à tous. Alors, je fais complément, cette vidéo est en complément avec la précédente, donc si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. C'est pour rectifier certains détails que j'ai mal expliqués, qui n'étaient pas dans la bonne définition ou où je suis passé un peu vite. Et notamment Charles Darwin. Je crois que je m'étais trompé sur le nom du livre, donc ça s'appelle L'origine des espèces, paru en 1859. Et ça, justement, il parle notamment des oiseaux des Galapagos. Et il met en lumière également le principe de théorie évolutionniste au travers de ce que j'ai oublié de dire, la sélection naturelle, super importante sélection naturelle, et qui est justement à l'origine un petit peu de la notion d'algorithme génétique, comme je disais la dernière fois. Parce que la sélection naturelle, c'est le fait de dire que si un individu ne peut pas se reproduire, donc ses gènes ne paraissent pas dans ses descendances, ça veut dire que ces gènes ne sont pas adaptés, ne peuvent pas être adaptés, son organisme ne peut pas être adapté à l'environnement dans lequel il vit. Et c'est de cette manière que la nature sélectionne les meilleurs individus en éliminant ceux qui n'arrivent pas à se reproduire, tout simplement. Et ce principe de sélection naturelle, c'est justement le principe qu'on utilise en algorithme génétique où on va privilégier les individus les plus adaptés à l'environnement qu'on simule. Et donc, par la suite, quand on réalise une sélection sur les gènes, donc on va choisir des gènes à préférer et qu'on va les faire muter, en fait, on reproduit un petit peu le principe de sélection naturelle qu'on a naturellement dans notre environnement, dans le monde du vivant. Et donc c'est vraiment cette notion, je crois que j'en avais pas, j'avais juste évoqué à l'oral, mais sur la notion de bio-inspiration. La bio-inspiration, c'est justement cette idée que très utilisée en robotique, c'est-à-dire qu'on va prendre comme valeur d'origine l'étude du vivant pour essayer de reproduire les comportements qu'on observe et donc de façon mécanique ou algorithmique, on va essayer de s'en inspirer pour créer quelque chose de mécanique et donc qui a des atouts qu'on retrouve dans la biologie dans l'ère du vivant. Voilà, donc c'est cette donc moi je rattachais bio-inspiration plutôt à la notion de comportement et la sélection naturelle plus à la théorie évolutionniste, hein, clairement, puisque c'est justement ce qui amène à cette idée de théorie évolutionniste où les individus vont croître, vont grandir, vont faire des enfants, et ces enfants vont hériter de gènes qui auront des gènes qui seront modifiés et qui vont perpétuer l'espèce à travers ces gènes en augmentant telle ou telle capacité, on va dire, pour faire croître leur survie ou améliorer leur survie. Alors après, il y a la phytogénétique qu'on a rencontrée, enfin, qu'on valide. Le consensus a toujours été vague sur les dernières années, mais maintenant il est concrètement abouti. C'est le fait que la phytogénétique, c'est la modification du gène humain au travers de la vie, au cours de la vie d'un individu. Donc c'est pas simplement la reproduction, lors de la reproduction, et donc les gamètes s'échangent entre pour former un nouvel individu, mais c'est bien durant la vie d'un individu qu'il y a des modifications génétiques qui après en plus vont servir pour lors de la procréation, développer justement ces gènes-là, copier ces gènes-là. Donc maintenant il y a ces deux mécaniques et ça Charles Darwin à l'époque en tout cas, mais même jusqu'au début du 21e siècle, on n'avait pas une réelle connaissance de la phytogénétique. Et donc ça c'est un élément aussi maintenant à prendre en compte dans la théorie évolutionniste qui peut avoir des intérêts. C'est pour ça que j'avais dit que les algorithmes génétiques peuvent très bien être adaptés à un apprentissage artificiel, puisqu'en effet, on peut très bien imaginer un réseau de neurones qui apprend lors de ces phases d'exercice, et en même temps, à la fin, on sélectionne quand même le meilleur individu, le meilleur modèle qu'on a entraîné, qu'on a testé en grandeur nature et qu'on a évalué. Donc cette évaluation. Alors j'ai vu des situations dans lesquelles des chercheurs faisaient même en sorte que il y ait tout un processus de validation. On va créer des modèles à la chaîne et c'est à partir de datasets bien sélectionnés, bien choisis, donc des sources de données bien choisies. Donc on va évaluer en même temps les sources de données et également le modèle entraîné.
Et donc ça a deux avantages, c'est que du coup on peut mécaniser en fait tout ce processus d'apprentissage qui peut dans certains cas être un peu compliqué à mettre en place. Enfin disons qu'on va passer beaucoup de temps à mettre en place cette mécanique. Et donc, mais au bout du compte, tout sera fait de manière industrielle en fait. D'ailleurs, je vais revenir sur la notion d'industriel après. Juste donc pour replacer, Charles Darwin, il est né en 1809 et est mort en 1882 à l'âge de 73 ans. Il est défini comme naturaliste, paléontologue. Il s'est intéressé à tout ce qui concernait la nature, même des espèces. Donc, il était un peu biologiste dans sa nature aussi, Charles Darwin. Donc, voilà, mais c'est un personnage qu'on devrait plutôt voir pas comme un lettré, comme j'avais dit au début, mais comme plutôt un scientifique et un chercheur, et qui a fondamentalement fait avancer non seulement ces domaines-là, la paléontologie et le côté nature-biologie, mais également ce principe de théorie évolutionniste et donc l'esprit de l'époque quelle est la naissance de la vie, en fait, quelle est l'origine de la vie. Donc, bon. Évidemment, le nom de son œuvre, L'origine des espèces, parle de lui-même. Et voilà. Mais il faut mettre en avant ce personnage qui est super important dans la croissance de l'intelligence artificielle qui a mis beaucoup plus de temps à naître, hein, on est au 19e siècle et c'est courant du 20e siècle qu'on commence à imaginer de l'IA. Alors soit au travers des livres, par exemple William Gibson qui a écrit dessus sur les mouvements cyberpunk, qui est à l'initiative de ce mouvement, de ces univers utopiques où la technologie prendrait le pas et dans lequel nous, en tant qu'individus, on pourrait avoir notre conscience qui soit enregistrée dans une machine, même après notre mort. C'est ce qu'on retrouve notamment dans Blade Runner ou donc dans le film Blade Runner ou dans Cyberpunk 2077, le jeu vidéo. C'est vraiment ces notions d'immortalité dans un corps. Alors eux, ils appellent ça engram dans Cyberpunk. Voilà, c'est cette conscience artificielle qui a été transposée. Et certains chercheurs disaient même que potentiellement, si une espèce avait plus évolué que la nôtre dans l'univers, si nous étions pas seuls évidemment dans l'univers, il se pourrait qu'il y ait une espèce qui ait décidé à un moment donné de se virtualiser complètement. C'est-à-dire que avec des technologies beaucoup plus avancées que la nôtre, on pourrait potentiellement se dire que la meilleure forme de vie, c'est pas celle biologique, on a besoin de manger, de boire, etc., de répondre à nos besoins, mais bien une espèce qui est en capacité de vivre de manière autonome, de façon immortelle, et dans l'espace, donc comme des petites capsules, et n'avoir besoin de rien pour vivre. Donc une sorte de paradis ou d'enfer pour certains. Voilà, il faut considérer philosophiquement quelle est cette notion, mais voilà, c'est une idée qui est assez intéressante pour, on va dire, pour l'avenir. Alors moi, je sais pas si j'ai envie, effectivement, d'avoir à ma mort un individu qui me représente dans l'univers virtuel. Mais c'est une question aujourd'hui de se dire si on arrive à des niveaux technologiques comme celui-là, est-ce qu'on peut arriver à faire, de toute façon, ce sera qu'un simulacre, c'est-à-dire que ça sera pas nous-mêmes. Mais ce simulacre, est-ce qu'il aurait un intérêt? Est-ce que, voilà, quelle est la portée scientifique, philosophique de ça? Ça, c'est une question intéressante, je pense. En tout cas, voilà. Pareil, alors pour les arbres de décision, en fait, j'ai réfléchi à un autre nom plutôt, ce serait plutôt modèle logique, et parce que ça correspond tout à fait à la notion d'arbre de décision, on est sur des modèles logiques. On a une correspondance avec notamment le problème du voyageur de commerce, que j'ai mal expliqué d'ailleurs. Pour reposer le problème, c'est un voyageur qui doit parcourir un pays, une région. Donc là, par exemple, on va prendre la France. Il doit parcourir toute la France. Il a plein de livraisons à faire et il doit optimiser son circuit. Et donc là, il faut trouver une méthode pour optimiser le nombre de circuits. Et comme je disais, la mécanique quantique permettrait peut-être d'aller vers ce principe-là, puisqu'on pourrait partir, grâce à la mécanique quantique, en fait, on peut simuler différents états en même temps à différents endroits de la carte. Donc en fait, on pourrait en fait mesurer, estimer les longueurs, non pas à partir d'un seul point, on va dire mon voyageur va là, va là, va là, va là, et
Maintenant que je suis ici, où est-ce que je peux aller? Donc on va prendre tous les points restants, on va prendre la distance la plus courte et on va prendre le chemin le plus court. Au lieu de tester toutes ces possibilités-là, mais en fait on pourrait les tester de manière parallèle. Et c'est ce que permettrait éventuellement voilà, les algorithmes quantiques. Ensuite, modèle logique, donc évidemment apprentissage supervisé, non supervisé, même si ce sont plus des notions d'IA, mais moi je pense que ça va bien dans cette catégorie-là. Et après, la probabilité, donc bayésienne et fréquentiste, qui restent des modèles logiques, hein, puisqu'on est tout à fait dans les calculs mathématiques et puis évaluation. Et j'aimerais rajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est une autre section des modèles logiques, qui est la logique floue. Parce qu'effectivement, la logique floue, c'est quelque chose où on va évaluer enfin, le principe de logique, normalement, ça va être une table de vérité. D'ailleurs, c'était transition d'état, je crois. Table de transition d'état, au lieu de changement d'état, je crois. Table de transition d'état. Parce que je vais rechercher, du coup, après. La table de transition d'état, vous avez... Il y a une page Wikipédia, en plus, pour expliquer le fonctionnement des tables de transition, qui, je le rappelle, c'était l'idée de, dès qu'on détecte une nouvelle position conditionnelle, on va affecter une valeur dans cette table de transition, et en fonction de cette table de transition, on va prendre une décision. Donc ça va être en lien avec un arbre de décision, mais en plus il y a cette notion de côté vivant, un aspect un peu vivant de on se trouve à tel endroit, du coup on a un incrément de telle valeur. C'est un peu ce qu'on fait dans les jeux vidéo, hein, c'est-à-dire qu'on débloque une quête. Dans ce cas-là, ça va modifier un paramètre dans notre sauvegarde, où on a pris la quête, on a décidé de prendre la quête, et cette quête a une influence après sur le courant de l'univers, de l'histoire. Donc ça marche exactement pareil. On l'a beaucoup en jeu vidéo, hein, ce principe de transition, table de transition d'état. Et la logique floue, c'est un peu différent, où c'est effectivement cette notion de table de vérité. On va dire que c'est un petit peu à mi-chemin en fait entre les deux. Alors que là, on a une table de vérité. La table de vérité, c'est simplement un modèle logique qui nous dit un peu les modèles AND, OR, NOT, etc. où on va à ce moment-là choisir une sortie en fonction d'un contexte. La logique floue, en fait, va pouvoir admettre une vérité partielle, de dire presque pas aléatoirement, mais sur un ensemble de données. C'est vrai que j'ai oublié de chercher un exemple de logique floue. C'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, ça va être un ratio de probabilité. Je ne sais pas comment l'expliquer réellement, mais on va avoir des échelles comme ça de marge en fonction d'un contexte. Alors c'est une façon aussi avec la logique floue. On le retrouve en apprentissage artificiel sous une autre forme. Ça s'appelle les fonctions d'activation. Ça, j'en ai pas du tout parlé, des fonctions d'activation. Et c'est en adéquation avec la partie statistique. Fonctions d'activation. Les fonctions d'activation, c'est ce qui permet de casser un résultat, une notion de proportionnalité. C'est-à-dire qu'en entrée, on va avoir des valeurs, en sortie, on va avoir d'autres valeurs. Hein. Je parle du modèle ici, un modèle de réseau de neurones, plus particulièrement du réseau de neurones artificiel, c'est plus lui qui est concerné, où on va avoir une entrée qui va avoir une certaine valeur, en sortie une certaine valeur, et en fait, ce qu'on veut faire, c'est casser le côté linéaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'entrée et la sortie puissent être corrélées de façon linéaire, de façon à dire qui est une équation en fait qui nous permette de calculer l'entrée et la sortie juste en faisant une opération mathématique. Et c'est cette notion cette notion de casser le linéaire, les fonctions linéaires, c'est justement ce que permettent les fonctions d'activation. Elles permettent déjà de lisser la sortie, elles permettent de faire en sorte que la sortie soit normée, c'est-à-dire que par exemple on veut des valeurs de sortie entre moins 1 et 1, on va utiliser une fonction d'activation pour que toute valeur en dehors de la zone de l'écart moins 1, 1 puisse être repositionnée en moins 1, 1. Une valeur de 2 par exemple, elle sort de l'état, elle sort des valeurs autorisées, donc il faut la ramener dans une valeur autorisée pour pouvoir manipuler après d'autres, peut-être mettre plusieurs réseaux de neurones à la suite,
ou servir après le traitement, il faut que le traitement derrière soit toujours normé. Donc c'est le but de cette fonction d'activation, casser le côté linéaire de la relation entre l'entrée et la sortie, ou lisser, et lisser la sortie. Donc on va dire lisser la sortie. Et c'est vrai que c'est important de parler de fonction d'activation, puisque c'est, à l'initiative, c'est donc casser, parce que c'est vraiment la racine centrale des réseaux de neurones artificiels. Donc casser la relation linéaire. Entrée-sortie. Je vais marquer in-out, hein, entrée-sortie. Voilà. Dans cette idée, c'est plutôt ça. Et cette fonction d'activation vient généralement après chaque neurone artificiel. C'est-à-dire qu'on calcule, j'avais expliqué sur les réseaux de neurones multiperceptrons, on a ici, voilà, sur chaque couche ici, en fait, on a une fonction d'activation à chaque sortie. La plus utilisée souvent c'est ReLU, mais il y en a d'autres. Voilà. J'ai mis la majuscule au mauvais endroit. Enfin la minuscule. Donc cette fonction ReLU qui permet de s'assurer que la valeur de sortie, voilà, si on est inférieur à 0, la valeur de sortie sera toujours 0. Si par contre elle est au-dessus, dans ce cas-là, elle est linéaire. Donc il y a certains, et on utilise d'autres, que j'ai mis d'ailleurs dans mon mémoire. Je parlais de mon mémoire. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ou perceptron multicouche. Alors ce mémoire, vous pouvez le retrouver sur mon compte LinkedIn. Happily Malfray, vous allez voir sur la partie en bas comment j'avais mis. Je crois que j'avais mis master et puis il y a mon mémoire en document PDF. Donc là, voilà, des fonctions comme la logistique sigmoïde, la tangente hyperbolique, la fonction gaussienne, la rectification linéaire, donc la ReLU qu'on utilise souvent, ou la Heaviside ou marche qu'on utilise notamment pour du deep learning. Voilà. Logistique aussi, sigmoïde est utilisée. Elle a, voilà, en fonction, elle a plusieurs noms. Et j'avais présenté la dernière fois, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, cette notion de découpage de deep learning où j'avais dit qu'on pouvait découper. C'était pas important en fait que on sache pas réellement ce qui se passe dans une black box, une boîte noire. On n'a pas besoin, et si on a besoin, on peut l'identifier, on peut analyser. Là, par exemple, la première image, c'est l'image de chat que je lui avais donnée. La deuxième, alors on voit pas, ça paraît un petit peu bizarre comme ça, parce que c'est une couche qui a été analysée. En fait, là, c'est des couches différentes qui ont été analysées. Ce qui peut être intéressant, c'est plutôt celle-là, où on voit la forme du chat qui a été découpée, on voit la bordure du chat. Et à la fin, il y a des pixels en fait qui indiquent la présence du chat sur certaines zones. On le voit un peu plus ici, sur celle-là, l'avant-dernière. Où là, on a la zone noire qui marque la présence du chat. Voilà, donc on a la possibilité de découper notre image de chat pour avoir... là, c'est vraiment le réseau deep learning avec toutes les couches de convolution que j'ai analysées, que j'ai décortiquées pour avoir vraiment une coupe, quoi, une copie, comme si j'avais fait une photo à ce moment-là pour voir comment le chat évolue dans le réseau de neurones. Donc, on a toujours cette possibilité-là, donc encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas dire que c'est une boîte noire complètement noire. On peut comprendre le fonctionnement à l'intérieur. Il y a seulement des notions peut-être d'abstraction qu'on ne comprend pas forcément. Là, par exemple, sur cette image complètement noire, on ne sait pas à quoi peut correspondre ce point blanc ici au milieu. Mais c'est pas important. Nous, ce qui nous importe, c'est que la fonction d'erreur évolue dans le bon sens pour pouvoir réduire au maximum le risque de problématique de généralisation. Et après, une fois qu'on a bien appris le modèle, il est possible d'activer le réseau et d'analyser couche par couche, de faire une capture comme j'ai fait ici, pour avoir un peu une estimation, une idée de comment les abstractions sont pensées. Voilà. Après, on n'aura peut-être pas des réponses sur tous les modèles. Il y aura des modèles où ce sera vraiment brouillon et on se dira mais comment l'IA pense réellement, mais ça donne un peu une idée de comment ça marche. Voilà. Et ensuite, oui, j'ai installé un jeu. Alors,
petite correction. Donc j'avais Charles Darwin, les fautes d'orthographe. Oui, donc excusez-moi pour les fautes d'orthographe. Le fait de le faire aussi en live comme ça. Donc modèle logique. C'est vrai que j'ai pas mis au pluriel. Et ensuite, il y avait quelques mots. Sélection naturelle, donc on en a parlé ici. Lié à la théorie l'évolutionniste. Et égoïsme, altruisme. Donc ça, j'en avais rapidement parlé. Où la théorie évolutionniste, quand on entraîne un modèle, de type toujours simulation de vie artificielle, en fait, on a des caractéristiques qu'on peut lui affecter. On a cette notion de gène égoïste. Mais souvent, ce qu'on aime bien, et notamment c'est le principe de théorie des jeux. Là, je vais faire des grandes branches parce que théorie des jeux, ça implique justement le côté donc altruisme. Je sais pas pourquoi souvent j'oublie le mot altruisme. Je sais pas, j'arrive pas à le retenir altruisme. Mais ça peut être donc l'altruisme plus généralement. Donc ça va être évidemment participer avec les autres à une activité, comme par exemple récupérer des ressources. Mais ça peut être aussi aider l'autre dans des situations. Alors, je crois qu'à jusqu'à présent, on n'a jamais vu d'IA qui aidait l'autre, mais par contre, on a vu des IA qui coopéraient, donc c'est vraiment cette notion de coopération. On va dire coopération. Parce que c'est plus souvent coopération que du vrai altruisme. Ouais, aider l'autre, j'ai pas l'impression que ça, c'est la première chose qui ressort, en tout cas des simulations qu'on voit sur Internet, différentes personnes qui ont tenté des expériences justement de simuler des tailles d'écosystèmes. On a rarement une vraie un vrai altruisme, le fait de sauver quelqu'un ou de forcer quelqu'un à tel truc. Ça se voit pas. Mais par contre, la coopération, ça se voit très souvent, et c'est souvent ce qu'on évalue quand on fait de l'IA. Et ensuite, il y avait quelque chose d'autre, sélection naturelle, altruisme. Il y avait les hallucinations, j'en avais pas parlé, j'avais parlé ici d'émergence. J'avais dit à l'oral en fait. J'avais dit qu'il fallait faire attention avec la notion de prédire le token suivant quand on est dans un LLM. Donc le LLM, je rappelle, hein, c'est un modèle de texte dans lequel on va lui donner un texte, ça va être tokenisé, ça veut dire que ça va être un petit morceau d'instructions qui vont être transformés en vecteurs. Ces vecteurs représentent une information, une donnée, qui vont ensuite passer dans les briques transformers, et en sortie, on va avoir un pourcentage de chance d'avoir un token ou un autre. Et en fait, le problème de ces LLM d'un point de vue macroscopique, donc pas vraiment sur le token en lui-même, mais sur les sorties globales des tokens, on a cette notion d'hallucination. Et c'est-à-dire que l'hallucination, c'est quand l'IA va inventer quelque chose qui n'est pas du tout factuel, qu'elle n'a pas du tout enregistré dans sa base de données, dans sa base de connaissances. C'est-à-dire que ça n'apparaît même pas dans les corpus qu'elle a appris. Mais elle va inventer des dates, elle va inventer des faits. Donc c'est ce côté un petit peu plus modèle génératif créatif. Elle va créer de facto des choses. Alors comme beaucoup d'autres chercheurs, je suis effectivement d'accord qu'on parle pas d'IA créative, parce que l'IA créative, ça sous-entendrait qu'elle ait une notion d'invention. Elle n'a pas une notion, enfin ceci dit, nous non plus, on n'a pas forcément de notion d'invention, mais de toute façon, notre imaginaire est quand même borné à ce que nous connaissons. C'est difficile d'imaginer quelque chose qui sort, ou alors on va avoir une idée qui va être un mélange d'autres idées, et on va dire oui, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle invention. Mais même nous, je pense qu'on est borné au niveau de l'imaginaire. Donc c'est pas vraiment le mot imaginaire qui vient en tête, sans compter que les LLM apprennent à reproduire le langage humain. Donc on est encore plus dans cette notion de langage robotique, de langage industrialisé. Alors je reprendrai ce que disait Rick Sardin sur la chaîne Thinkerview. Il disait que le langage était nécrosé, c'est-à-dire il n'a plus fondamentalement la culture et derrière l'arriéré de la personne, puisque on est sur un modèle d'IA qui a recopié la langue humaine, donc il n'y a plus toute cette culture, tout ce background où la personne est une vraie personne, où on va dire une histoire,
On n'est pas arrivé par là par hasard. Donc c'est quelque chose qu'on n'a plus avec la robotique. Donc ça devient cette notion, comme dit Eric Sardin, d'un langage nécrosé. C'est discutable, mais en tout cas c'est un langage industrialisé, ça je suis d'accord avec lui complètement. Parce qu'effectivement on généralise une notion de langage. C'est même pas dit qu'on parle réellement humain, enfin que l'IA du LLM parle réellement humain. C'est juste elle parle un humain, elle parle une forme humaine. Après, elle est très bonne intelligence, enfin intelligence entre guillemets, très bonne logique, on va dire, de langage où elle peut parler dans plusieurs langues, elle peut échanger dans plusieurs langues, comprendre plusieurs langues, etc. Et elle peut même faire des traductions de façon très très efficace, beaucoup plus que tous les modèles de traduction aujourd'hui. Enfin, qui existaient d'autres méthodes, on va dire peut-être plus logiques justement. Mais là, c'est vrai que on a cette apparition au travers du LLM de beaucoup d'hallucinations. Et même quand on le borne, quand on lui dit ne fais pas ci ou ne fais pas ça, ou tu viens de me dire une erreur, elle continue des fois dans son erreur. Elle te dit oui, j'ai bien pris en compte ton erreur, et la fois d'après tu lui redemandes, donc juste la question, juste en dessous, on lui repose la question, elle refait la même erreur, on lui dit non, je t'ai dit que la réponse c'était ça, normalement tu dois me répondre ça. Et elle n'arrive pas du tout à incorporer cette notion-là. Euh, donc c'est quelque chose. Alors là, c'est un manque. Justement, c'est un côté où il manque à l'émergence. C'est que l'IA ne sait pas quand elle se répète. Elle ne sait pas quand elle a dit je me corrige. Elle n'est pas capable de se dire je me corrige. Sans parler d'apprentissage, parce que oui, là, il n'y a pas d'apprentissage. Quand on appelle une IA de type LLM, on demande simplement, à partir de son modèle entraîné, un nouveau token. Donc, il n'y a pas du tout d'apprentissage, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, on a un contexte, on a une fenêtre de contexte, comme je l'avais dit, où on a tous les tokens qu'on a saisis avant, que ce soit nos questions ou les réponses de l'IA. Donc normalement, elle a dans ce contexte assez de notions, d'idées de ce qui s'est passé avant. Si elle a répondu dans ce contexte, dans cette fenêtre de contexte, oui, je me suis trompé, la réponse est bien ça, et que après elle continue à tomber dans l'erreur, bon, bah là il manque quelque chose. Il manque quand même quelque chose, et ça, toutes les IA aujourd'hui se plantent complètement. Voilà, de ChatGPT V4 à tous les autres Mistral et Yama et voilà. Ou DeepSeek ou voilà, d'autres IA, elles ont le même problème que, que, que ce modèle GPT-4 ou autres, qui sont aujourd'hui les plus aboutis. Il y avait ça. Ensuite, hallucination et prévalence, où il faudrait plutôt parler de crédence, effectivement. Ceci dit, prévalence, c'est pas non plus... Dans le livre de Lay, donc la formule du savoir, je voulais le montrer, ce livre. Hop, la formule du savoir, donc les Nguyen Hang, peut-être je me prononce mal son nom de famille, donc c'est lui, c'est Lay. Et donc dans son ouvrage, il présente la plus belle formule des mathématiques, donc qui est la formule bayésienne. On la voit mal sur le livre, on la voit peut-être mieux ici. Hop, la formule bayésienne, la voici. Et si on le décortique chaque argument, on peut incorporer donc les T c'est les théories comme je disais, les D c'est les données et les P c'est la probabilité d'existence. Et quand on dit P de T sachant D, donc la probabilité de la théorie sachant les données, c'est égal à la probabilité des données sachant la théorie multipliée par la probabilité des théories divisée par la probabilité des données. C'est ça que veut dire cette équation. Et c'est beaucoup plus riche que ça, puisque la probabilité des données, en fait, c'est une forme condensée de toutes les données qu'on connaît, de la même manière qu'ici, une probabilité de T, donc de la théorie, c'est un condensé des théories qu'on a saisies dans les paramètres d'origine. Et la probabilité des données sachant les théories, ça dépend du contexte des théories, enfin de quelles données on a envie d'utiliser, on a besoin d'utiliser, qu'on connaît, et les théories qu'on connaît et qu'on a besoin d'utiliser pour cette présentation, pour ce qu'on souhaite obtenir.
Voilà. Et c'est vraiment cette notion-là dont je vous recommande vivement si vous avez un peu envie de creuser les maths, que ça vous intéresse, de lire La Formule du savoir, qui est un excellent livre dessus, et qui pousse à cette notion de probabilité bayésienne, et vous vous y retrouverez avec cette idée de l'apprentissage artificiel, puisque c'est complètement ça, hein, comme je l'avais expliqué la fois précédente. Il y avait autre chose, modèle logique, non. Par contre, il y a autre chose, si, que je dois vous montrer absolument, c'est la brique transformer qui a évolué, qui maintenant s'appelle MOE, donc Mixture of Experts. Et Mixture of Experts, c'est un autre système qui permet d'avoir 2 encodeurs en parallèle qui peuvent être choisis de façon arbitraire. C'est-à-dire que à chaque couche de Mixture of Experts, en fait, on va choisir soit à gauche, soit à droite. On va rentrer par un des axes ou un autre axe, et on va choisir l'un ou l'autre. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait de multiplier l'expertise. C'est-à-dire que en fonction de cette boîte de définition de Mixture of Experts, le bloc Mixture of Experts, on va choisir la meilleure branche de connaissance de l'IA en fonction des besoins, de ce qu'on lui demande. Donc en fonction du contexte, on va dire prends plutôt cet encodeur que cet autre encodeur. Et ça permet du coup de multiplier les connaissances à acquérir et de donner un meilleur résultat, d'affiner le résultat. Et si on va sur le site de Mistral, qui est à l'origine de ce projet de Mixture of Experts. Alors c'est pas eux qui l'ont théorisé, puisque juste avant il y a eu il y a un chercheur à côté qui avait proposé le modèle, mais c'est eux qui l'ont réellement mis en pratique dans leur modèle. Alors le modèle large, c'est justement le dernier qu'ils ont mis en ligne, qui est commercial, et surtout c'est le 8x7B. 8x7B, donc ça j'en avais pas parlé non plus de cette notion de 7B, 12B. On voit souvent ça sur les plateformes comme Hugging Face. 7B, ça veut dire qu'il y a 7 milliards de paramètres. 70B, il y a 70 milliards de paramètres. 135B, il y a 135 milliards de paramètres, et ainsi de suite. Et quand on a un modèle qui est le modèle de base, on va dire, la plupart des chercheurs trouvent idéal, adapté pour même des petites fonctions, c'est un modèle 7B. On peut pas vraiment aller en dessous. Quand on va en dessous, on va plutôt parler donc soit de modèle 4B, soit de modèle 1B, et c'est des modèles qui ont été quantisés. Quantisés, ça veut dire qu'ils ont été compressés, ça veut dire que leur poids ont été réduits. En fait, c'est une notion de typage. On a des flottants qui ont 6 caractères derrière la virgule, la plupart du temps. Et en fait, quand on va typer dans un 4B, on va réduire le nombre de valeurs derrière la virgule. Alors je sais plus, je crois que c'est peut-être 2 ou 3 chiffres derrière la virgule. Mais en fait, c'est pas à ce niveau-là que ça se voit, c'est au niveau de l'encodage. C'est-à-dire que les valeurs peuvent être même modifiées, peuvent être passées en nombre entier, et de façon à pouvoir rentrer toutes les valeurs dans un seul type de nombre. Là, on rentre plus dans la notion de programmation ou la programmation système, où on va avoir des typages qui seront sur du 32 bits, sur du 16 bits, sur du 8 bits. Et c'est en fonction de ça qu'on va compresser le modèle d'IA. Alors ça a 2 avantages. La première, c'est qu'on stocke beaucoup moins d'informations. Par exemple, un modèle 7B pèse à peu près 15 gigas sur le disque. Un modèle en 4B quantisé pèse que 5 gigas. 3 fois moins de données sur le disque. De la même manière que en fonctionnement, un modèle 4B, quand on prédit une informe, donc elle a été déjà entraînée et qu'on prédit, on est environ sur du 6B. Sur du 6 mégabytes GPU. 6 mégabytes. 6 gigabytes, pardon. 6 gigabytes sur du GPU. Il faut aussi... Alors, attention par contre, ça je veux le dire absolument pour des gens qui pensent à infrastructure, ça nécessite 6 gigabytes de mémoire réservée, de mémoire... pas de mémoire virtuelle.
il faut bien penser qu'il y a une mémoire qui est... comment on appelle ça? Enfin, si on est sur le cloud, ça va être du vGPU, mais si on est sur son ordinateur, par exemple, moi en fait, j'ai 8 gigas possibles disponibles sur ma carte graphique, mais en fait, j'en ai que 2 qui sont réels, qui sont physiquement réels dans mon ordinateur. Donc, il faut vraiment faire la différence entre le réel et ce qui est virtuel. Donc, c'est important. Alors, déjà, il faut oublier quand on n'a pas de RTX. Voilà, moi j'ai la RTX première gamme, mais il faut savoir que c'est pas suffisant pour même un modèle pour un modèle 4B, donc 7B quantisé en 4B, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc après cette brique transformer, pour revenir à nos moutons que je voulais présenter, c'était vraiment la brique ici Mixture of Experts, qui est une évolution de la brique transformer. Mixture of Experts. Je sais plus s'il y a un S, je crois. Hein. Mixture of Experts. Et on va la mettre. Voilà, Mixture of Experts, qui est une évolution des Transformers. Mais je sais plus si je l'avais mis. C'est vrai que j'avais pas vraiment marqué comme ça. Donc je vais mettre Transformer. Hop. Donc là, Transformer, et ce serait du coup donc cette idée de prédire le token suivant. Et donc son évolution, pareil. Alors peut-être mettre une flèche plutôt, ce serait plus cohérent. Hop, là aussi. Et ouais, l'émergence, ça crée de l'émergence, effectivement. Donc on a de l'émergence. Hop, on a de l'hallucination. On a un transformer qui réalise cette notion de prédire le token suivant, et Mixture of Experts qui réalise exactement les mêmes choses. Donc ça, c'est une évolution. Voilà. Une évolution. Donc c'est vraiment la version x2, enfin x8. Là, en l'occurrence, ça a été multiplié par 8. C'est comme si on avait en fait 7 modèles d'IA dans une seule brique. Et grâce à ce connecteur du Mixture of Experts. Voilà. Et ça, c'est une des évolutions récentes avec Mistral et qui a révolutionné le marché de l'IA. Avec donc cette notion de quantisation, on va voir donc les poids en fait qui vont être quantisés. Et donc on va passer d'un modèle 7B. Alors ça sera toujours un modèle 7B. Hein. C'est juste que un modèle 7B qui sera en taille 4B. Voilà. Hop. Et il y a possibilité aussi d'aller un peu plus loin en passant sur du modèle, sur du 1B normalement. Mais c'est un peu plus difficile. Ou 1B. Voilà. Attends, je note plutôt en langue code. Voilà. 7B ou 7B, 4B ou 1B. En général, on a du 70B, on a du 35B. On a sur les autres modèles, je sais plus. Sur du Hugging Face, si on va sur Hugging Face, il y a. C'est vrai que j'utilise beaucoup plus du 7B. Il y a du 70B, il y a du 15B aussi, oui, c'est vrai qu'il y a du 15B. 9B, c'est beaucoup plus rare. Et c'est vrai que la plupart des gens maintenant tournent autour du 7B parce que le 7B au moins il fonctionne sur à peu près sur au moins des petits GPU, enfin petits GPU façon de parler, mais une RTX correcte, ça tourne dessus. Voilà, 35B, comme j'avais dit, enfin 34, 35B, c'est à peu près les normes. Alors c'est marrant parce que normalement, enfin,
là, on a du 11B, mais techniquement, c'est du 12B. Les gens, ils réduisent de 1 à chaque fois. Enfin, voilà. Mais comme le 3B, 3B, ça n'existe pas, c'est du 4B, en fait. Mais bon, voilà, les gens marquent des choses différentes. Mais donc 34B, c'est du 35B. 11B, c'est du 12B. 7B, c'est du 7B. Par contre, 13B, c'est du 13B. 15B, je crois que 15B, par contre, c'est vraiment du 15B. Et 3B, c'est du 4B, en fait. Alors des fois, peut-être qu'ils marquent 3B parce qu'ils l'ont entraîné pour du 3B. Peut-être. À vérifier. À vérifier. Mais là, du 13B, par contre, c'est vraiment du 13B. Ça a été vraiment entraîné pour du 13B. Alors là, on voit, c'est de la compression. Ça a été quantisé en GGML. Donc, je vous conseille, si vous avez envie d'avoir des modèles un peu plus rapides pour des GPU, d'aller sur le site pour aller voir sur The Block. Vous avez le Discord aussi disponible qui permet d'avoir d'autres infos et même une communauté très active qui peut vous aider aussi pour pouvoir créer vos datasets ou comprendre un peu plus l'IA. Donc je recommande The Block et de suivre Hugging Face. The Block et Hugging Face, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, enfin, si vous suivez Twitter, sur Discord ou un autre réseau social. Je vous invite vraiment à les suivre parce qu'ils ils sont géniaux. Eux, ils font des modèles compressés au possible et ils apportent des outils pour le faire avec à chaque fois de la doc. Là, on a GPTQ, c'est optimisé pour du GPU. AWQ, c'est du GPU aussi. GGUAF, c'est plutôt c'est du CPU ou GPU, les deux. Et après, on a le modèle simplement 4B, modèle PEFT, du coup PEFT, qui est en fait une surcouche et qui permet de quantiser simplement la donnée quand elle est chargée. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est une surcouche et ça permet... parce que là, en fait, soit on utilise la version quantisée de sortie, donc ça va être AWQ, GPTQ, GGAW, je crois, c'est ça. Non, c'est un F. Je suis en train de me dire, non, c'est pas ça. Voilà, c'est ces modèles-là. Donc ça, c'est des modèles finaux, on va dire. Il faut pas les stocker en tant que tels sur votre ordinateur. Enfin, sauf si vous n'avez pas besoin de les réentraîner, mais en fait, ce sont des modèles finis. Il n'y a pas la possibilité de faire de l'apprentissage après coup, donc du fine-tuning. Ce n'est pas possible. C'est des modèles finis. Sinon, il faut aller voir sur des modèles PEFT avec LoRa. Ah oui, alors oui, je vais plutôt marquer LoRa, effectivement, ou QLoRa, qui sont donc des méthodes où on a un chargement d'un modèle, par exemple 7B, en modèle 4B, donc quantisé, mais pour l'entraînement. Et ce qu'on conserve, c'est une couche supplémentaire, un adapteur, qui peut être stocké sur votre compte Hugging Face. Et quand vous chargez le modèle, en fait, vous chargez l'adapteur, qui lui-même va charger le modèle d'origine, qui va prendre en fait le modèle d'origine, va rajouter l'adapteur, va rajouter donc ces données d'entraînement, et vous aurez le modèle final qui sera entraîné et qui sera réduit, et qui du coup va pouvoir tourner sur du 6 GB de RAM, de GPU, pardon, et donc ce sera beaucoup plus facile de le mettre en ligne, on va dire, sur votre environnement, sur votre plateforme. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein, globalement. Je sais plus si j'avais des choses à rajouter au niveau de mon mémoire qui pourraient être intéressant. Oui, là, j'avais présenté sur mon mémoire la façon dont marchait le deep learning. Donc, j'en avais fait une rapide présentation. On avait les convolutions, donc la fonction d'activation, ReLU, le pooling, et ainsi de suite, jusqu'à la connexion fully connected, donc c'est un réseau de neurones classique. Et là, on a les couches de convolution. Une couche de convolution, on a en fait ici l'image qui a été encodée en nombre. Là, on a des filtres qui vont permettre en fait d'identifier des patterns. Ça, c'est la couche de convolution. Ensuite, on a une couche de ReLU, donc la fonction d'activation qui va permettre de lisser les sorties. Donc tout ce qui est inférieur à 0 va être mis à 0 et tout le reste va garder son coefficient.
Là, comme 0,04 va garder ici sa valeur et toutes les autres seront à 0. Donc ça permet comme ça de voir que le pattern fonctionne ou non. Encore une fois, c'est pas une boîte noire, on peut savoir ce qu'il y a dedans. Et ensuite, la couche de polling, on va réduire la taille, donc on va partir d'un modèle plus grand et on va réduire en modèle plus petit. Ce qui permettra après d'avoir une simplification quand on va se retrouver dans le réseau de neurones. On va pouvoir dire si c'est un chat, un chien ou un autre animal, simplement en regardant les valeurs de sortie. Voilà. C'est-à-dire quand on va arriver dans le réseau de neurones, on pourrait avoir très bien ces valeurs-là qui vont rentrer dans le réseau de neurones. Donc on va avoir 4 valeurs d'entrée et X valeurs de sortie qui correspondent à ce qu'on veut classifier. Si on veut des chats, des chiens, des poissons rouges, eh ben on va avoir une classification de sortie en fonction de toutes ces entrées-là. Et c'est vraiment ce principe de réduction de la taille qui permet de travailler sur des grandes images et même de pouvoir, lorsqu'il y a eu l'opération de convolution, de pouvoir avoir en fait au détail en fait tous les endroits où il pourrait y avoir la bestiole. Si on a un chat à un endroit de l'image, ben on peut très bien identifier où est le chat dans l'image. Parce qu'en sortie, on aura le réseau qui sera assigné à telle zone de l'image, en fait. Voilà, donc ça permet de travailler sur des grandes images, ça permet vraiment de découper l'ensemble, et ça permet d'avoir un seul réseau de neurones en sortie, puisque, comme on le voit ici hein, sur le schéma, la première convolution, il y a très peu de couches qui sont créées, et quand on arrive ici, là, on a une énorme quantité de couches, et même là encore, hop, sur le pooling, là, on a une quantité de couches supplémentaires. Pourquoi? Parce que justement, c'est tous les petits morceaux de l'image qui ont été simplifiées, réduites en plus petits, mais qui ont été, il y a un pas, il y a une notion de pas, je le marque ici, le pas, le champ récepteur qui va être chevauché, c'est-à-dire que on va vraiment se déplacer sur l'image et donc il y aura des pixels qui vont être pris plusieurs reprises dans les différents filtres. Du coup, on aura en fait une série de découpages d'images qui permettra de très précisément détecter où est la forme. Voilà. Après, il y avait quoi? Il y avait cette notion aussi de réseau de neurones que je voulais expliciter aussi. Le neurone biologique, on a la notion, c'est comme ça a été pensé le réseau de neurones au départ. C'est que les réseaux de neurones biologiques, ça marche en dendrites qui rentrent ici. Ça crée des terminaisons nerveuses au niveau du noyau et en sortie du réseau de neurones biologiques, enfin du neurone biologique, on a des axones qui vont activer les neurones suivants. Et bien, c'est exactement de la même manière sur le neurone artificiel. On va avoir des entrées, des poids qui vont être associés, qui vont permettre de modifier le flux d'entrée. Et ensuite, on a une fonction d'activation qui aura cet effet de réagir ou non, parce qu'un un neurone biologique s'active ou non en fonction de ce qu'il reçoit. Et ensuite, il y a l'activation. Donc l'activation, ce sont l'équivalent des axones. On va activer le neurone suivant. Alors dans les faits, toute entrée doit sortir du réseau de neurones artificiels, contrairement aux neurones biologiques. Mais ce n'est pas grave. Enfin, en théorie. En théorie, je ne sais pas. Peut-être que d'un point de vue biologique, il y a aussi des sorties via axone dans tous les cas. Je ne sais pas. Dans les faits, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'un neurone artificiel, dans tous les cas, sera activé, mais l'activation sera différente. Et comme je montrais avec les fonctions d'activation, s'il n'y a pas assez si la sortie n'est pas assez élevée, eh ben on peut se retrouver avec un zéro pointé. Par exemple, sur une fonction ReLU, où tout ce qui est inférieur à 0 vaut 0. Donc potentiellement, ou Leaviside, tout ce qui est à 0, tout ce qui est inférieur à 0 vaut 0, tout ce qui est au-dessus de 0 vaut 1. Ouais. Enfin, supérieur ou égal à 0 vaut 1. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça et c'est toujours. Et puis j'avais parlé aussi de cette notion de décomposition où on a la malédiction des dimensions parce que, comme je disais, les vecteurs sont dans plusieurs dimensions et des fois il est difficile d'évaluer réellement tous les vecteurs et de savoir quel vecteur indique quelle information. Donc on a des méthodes et notamment Netflix avait travaillé là-dessus sur ce problème de décomposition. Et alors, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième du film complet. Je crois que c'est le deuxième que Netflix avait fait.
Origine de la solution, le modèle SVD, c'est ça. Donc c'est ce modèle-là qui a été proposé par Netflix. Cette idée où on va réduire le nombre de dimensions. Donc réduire drastiquement, c'est que non seulement les dimensions nécessaires à la prédiction avant de les conformer à un unique plan sémantique. Donc ça réduit évidemment le nombre de données à récupérer. Alors que dans la deuxième méthode, ça consiste à projeter des dimensions entières de différentes manières pour écarter celles n'ayant peu ou aucun impact sur l'ensemble de la prédiction. Les deux méthodes, de toute manière, leur idée, c'est de réduire le nombre de dimensions. Voilà. C'est l'objectif commun. Là, j'avais montré aussi une image de minimisation de l'erreur, donc ça, on en a parlé la dernière fois. Là, cette notion d'espace sémantique, où on a des vecteurs dans plusieurs sens, et on va avoir des choses qui vont être communes, donc en fonction de leur on va dire relation proche, leur proximité dans l'univers des vecteurs. Et on avait cette idée aussi que j'ai rappelé, je viens d'en parler, c'est ce côté linéaire, fonction linéaire, où on a des fonctions qui peuvent paraître éloignées, mais en fait, on peut très bien les contraindre par une fonction, une équation, qui généralise en fait, comme ici, une régression linéaire. Ça, c'est un petit peu l'origine de statistique. On va pouvoir avoir une fonction qui va représenter globalement, généraliser tous les points sur un graphique, tout simplement. Et donc, si on veut une nouvelle valeur, il suffit de mettre en abscisse, là par exemple, on prend 4. 4, la valeur, ça va être... alors, attends, c'est 2,6, un truc comme ça. 2,6 la sortie, voilà. Donc on peut avoir une valeur approximative à partir d'une régression linéaire. Et c'est exactement cette notion-là avec les fonctions d'activation. C'est casser cette régression linéaire qu'on ne veut pas toujours. Parce que des fois, on veut être sûr que le résultat sera fragmenté. Quand on génère du texte, on ne veut pas que la sortie corresponde à du texte, en fait, de façon linéaire. La sortie, la réponse sera forcément différente de l'entrée. On va poser une question à une IA, on ne s'attend pas à ce qu'elle répète notre question. On veut une réponse. Donc c'est bien cette notion de régression linéaire qu'on veut, enfin côté linéaire, résolution linéaire qu'on veut bloquer, qu'on veut éviter. Et ça, c'est aussi une notion importante quand on travaille sur de l'IA. Voilà, j'avais après expliqué machine de Boltzmann et j'avais montré différents entraînements. Voilà, vous pouvez le retrouver si vous voulez sur ma page LinkedIn. Voilà, j'ai fait le tour et j'espère que ça a pu peut-être répondre à des questions que vous vous êtes posées ou dans tous les cas, voilà, ça permet d'être sur des termes comme comme par exemple le modèle logique, la crédence, qui est plus dans cette notion de probabilité bayésienne. Je vous invite à donc lire le livre de Lay sur cette question, la formule du savoir, d'aller voir Eric Sardin aussi qui est sur Thinkerview, qui a fait une excellente interview récemment sur le sujet, qui parlait de la langue, comment elle est industrialisée à travers l'IA et les risques de l'IA. Voilà, donc c'est des sujets intéressants, importants et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si j'oublie des choses, je le mets toujours en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à lire la description, parce que je pense que la plupart des gens ne le font pas, moi-même je ne le fais pas toujours. Donc n'hésitez pas et partagez autour de vous, ce sera bien de faire connaître au maximum et d'avoir un peu une base, parce que c'est un peu difficile maintenant de prendre le train en route, je pense. Il y a tellement de choses et de notions à apporter. Ou tout du moins d'avoir un petit peu ce schéma où on peut se poser une idée un peu de comment c'est globalement pensé, voilà, j'ai essayé d'associer les éléments entre eux pour que vous ayez un peu faire des liens dans votre esprit entre des éléments communs, on va dire. Et encore une fois, je l'ai pas dit la dernière fois, l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas une intelligence artificielle. Elle n'est pas consciente d'elle-même, elle ne pense pas, elle ne réfléchit pas, elle est mécanique, mais elle a des émergences qui apparaissent et qui sont assez surprenantes. Voilà. Mais il ne faut pas s'y tromper, ça reste qu'un algorithme, et ces algorithmes ont des risques pour la sécurité de nos civilisations, pas parce qu'elles vont remplacer notre travail, mais
aujourd'hui parce qu'elles peuvent dire de mauvaises choses, des choses qui sont hallucinées, hein, qui sont des hallucinations, ou requêter, faire des opérations qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas demandées, et donc qui vont mettre, alors qui peuvent être des failles de sécurité, ou qui peuvent également tromper la réponse de l'IA. Donc c'est très important de se dire que l'IA n'est pas fiable et qu'il faut absolument s'assurer, en tout cas dans les principes de modèles génératifs et plus généralement d'apprentissage artificiel, il faut toujours vérifier les réponses et on n'est pas sûr à 100% que la réponse donnée par l'IA est bonne et juste. Elle n'est pas consciente, elle ne pense pas et donc il faut faire très attention à ça. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt sur la chaîne.